La politique juridique d'un État dans l'espace international. Voici la thématique à débattre avec le Dr Claude Bekombo. Nous allons essayer de comprendre comment est-ce que les États existent sur le plan international à partir de leur politique juridique. Bonjour Dr Claude Bekombo. Bonjour. Qu'est-ce que la politique juridique d'un État? Alors, la politique juridique d'un État, c'est la philosophie juridique de l'État. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un État pense son rapport au droit? Oui. Comment est-ce que son État pense son rapport au droit dans la production normative de cet État? Production normative autonome. C'est-à-dire que pour identifier la politique juridique, pour identifier la philosophie, finalement, parce que c'est la politique juridique est la manifestation de la philosophie juridique de cet État. Donc, quel est le rapport que l'État a avec le droit? Et comment est-ce que cet État met en œuvre ce rapport avec le droit théoriquement et pratiquement? Alors, l'État pense le droit en créant des règles juridiques, en ayant donc une production normative, en produisant les règles juridiques, donc en étant un législateur. En créant des règles juridiques nationales, l'État donc a une politique juridique, se positionne par rapport à des questions spécifiques. Ça, c'est la politique juridique qu'on peut identifiable dans les textes. Maintenant, au-delà de cette politique juridique pensée, il y a donc comment est-ce que l'État met en œuvre son rapport avec le droit. C'est-à-dire, comment l'État se positionne sur les questions sociales. Est-ce qu'il légifère sur toutes les questions sociales? Est-ce qu'il évite de légiférer sur des questions spécifiques? Donc, la politique juridique est le comportement, finalement, de l'État face au droit. Est-ce que l'État est un État qui légifère? Surtout, est-ce que l'État, c'est un État qui encadre certains pans des questions sociales et laisse d'autres pans ne légifère pas dessus? Ça, c'est dans l'espace national. Maintenant, dans l'espace international, la politique juridique d'un État s'identifie par les traités, bien entendu, que cet État ratifie déjà dans un espace multilatéral et l'ensemble des traités que cet État signe dans l'espace bilatéral. Dans l'espace bilatéral. Cet ensemble des traités oriente quiconque qui analyse le comportement de cet État-là sur les lignes fondamentales de la philosophie de cet État-là dans l'espace international. C'est-à-dire que si un État a signé la Convention des Nations Unies pour les discriminations faites aux femmes, on comprend très bien quelle est la philosophie juridique de cet État-là. Quelle politique juridique donc cet État met en œuvre. On peut donc l'identifier à partir du type de convention que cet État ratifie dans l'international, à partir du type de convention que cet État ne ratifie pas dans l'international, on peut identifier la politique juridique. Donc la politique juridique a deux étapes. C'est une politique théorique et c'est une politique pratique. Théorique sur le plan interne. Théorique sur le plan interne, oui. Comment est-ce que cet État construit son droit? Tout à fait. On pourrait dire qu'on parle des sources du droit. En quelque sorte. Peut-être c'est trop fondamental. Oui, c'est un peu fondamental, mais en quelque sorte. En quelque sorte, on parle des sources du droit. En quelque sorte. OK. Et à partir de ce moment, on peut se demander si ce droit-là, surtout dans un contexte comme le contexte africain, où on pense généralement que les droits que nous articulons, qui régulent nos rapports, sont des droits, je ne veux pas éviter le mot, importés. D'accord. La question du droit importé est très importante dans l'identification de la politique juridique d'un État. Alors, c'est la politique juridique d'un État. Donc, l'État ne peut avoir une politique juridique que si les législateurs
de son droit. Être législateur, ça veut dire produire son propre droit. Oui. Donc l'État ne peut avoir une politique juridique que s'il est législateur de son propre droit. S'il n'est pas législateur de son propre droit, il a des règles juridiques qui obéissent à une politique juridique qu'il n'a pas pensée. Donc ça veut dire que, pour revenir à votre question, les pays africains qui ont succédé aux conventions internationales conclues, soit par les puissances tutélaires, soit par les puissances colonisatrices, sur ces conventions-là, signées par ces puissances-là, on ne peut pas identifier une politique, on ne peut pas leur imputer, ou alors on ne peut pas identifier une politique juridique spécifique à ces États, puisque ce sont d'autres États sur lesquels ils étaient sous la domination, qui ont ratifié ces conventions-là pour ces États. On va pouvoir identifier une politique juridique de ces États-là si ces États continuent à respecter ces engagements-là, ne les dénoncent pas. Si les États ne les dénoncent pas, ça veut dire que les États adoubent. Ces États sont d'accord avec les signatures de ces conventions-là et continuent à laisser que ces conventions produisent des effets et continuent à respecter ces instruments juridiques. Donc, si ces États sont donc dans une logique de continuation de la mise en œuvre des conventions signées par les puissances tutélaires ou les puissances colonisatrices, ces États épousent donc la politique juridique de ces puissances-là et en sont comptables. On peut donc identifier une politique juridique de ces États-là si ces États-là ne dénoncent pas. Beaucoup d'États ont dénoncé, beaucoup d'États se sont retirés, beaucoup d'États ont renégocié un certain nombre de conventions ayant été passées par des puissances soit tutélaires, soit colonisatrices. Vous avez parlé tout à l'heure de droit théorique et de droit pratique. Je crois que c'était ça. Tout à fait. Le droit théorique peut comprendre quoi exactement? Les éléments qui sont générés à partir de la Constitution d'un État? D'accord. Alors, pour être plus précis, oui. C'est-à-dire que nous avons dit qu'il y a une philosophie, c'est-à-dire qu'il y a une philosophie qui est cachée derrière la production normative. Et qui permet de construire le droit. Oui. Donc, la philosophie, c'est ce qu'on appelle la théorie du droit. Donc, la théorie, c'est-à-dire, c'est ce que le sujet, c'est le justiciable, c'est-à-dire que le sujet juridique pense en créant un texte. Qu'est-ce que ce sujet-là vise? Oui. Quelle est la téléologie? Quelle est la téléologie? Alors, c'est là où nous parlons donc de théorie du droit. Et que pense l'État en créant, en adoptant un texte? Oui. Quelle est la philosophie que l'État veut donner en créant un texte? Et quelle est la philosophie que l'État veut passer en évitant de ratifier un texte ou en évitant de légiférer sur une question donnée? Restons d'abord, si vous permettez, sur le droit interne. D'accord. Sur le droit interne. Quand on prend des lois sur le plan interne, c'est forcément, selon ce que vous dites, en fonction d'une philosophie. Tout à fait. En fonction d'une vision de l'État. Sur un certain nombre d'années, ou bien par rapport au rapport qu'on veut entretenir dans le Conseil des Nations avec les autres. Tout à fait. Dans ce cas-là, la source peut être quoi? Est-ce que ça dépend du type d'État? Une autre fois, nous parlions de superpuissance, de puissance ou bien de petits États. Est-ce que la source peut être la régulation des rapports qu'on a avec les autres dans le contexte, en sachant qu'on devra l'adapter? C'est quoi la source? Est-ce que la source, c'est le droit externe, ou alors la source, c'est d'abord, si on veut s'affirmer dans ce Conseil des Nations, est-ce que la source, c'est d'abord soi-même? Alors, c'est une question très intéressante qui permet donc de revenir à la source, comme vous l'avez dit. Oui. Étienne Leroy dit que le droit est le fruit des luttes et des consensus sociaux.
Donc, en fait, il n'y a de règles juridiques que quand une société a débattu sur une question, a estimé qu'une question est vitale pour cette société-là, qu'on doit consacrer un texte qui permet désormais, sur la dite question, d'avoir une orientation en termes de respect ou en termes de cadrage. Donc le droit n'est que la conséquence des luttes et du consensus social. Donc un État ne consacre une règle juridique que quand on a terminé d'avoir un consensus sur la question donnée. Le consensus ne veut pas nécessairement dire qu'on s'est entendu de manière globale. Tout à fait. On peut avoir un consensus positif comme on peut avoir un consensus négatif. Oui. On peut avoir un consensus positif, c'est-à-dire que la majorité s'est entendue. On peut avoir un consensus négatif, c'est-à-dire que la majorité ne s'est pas entendue. Peut-être même que le fédéralisme permet de régler sur le plan interne certaines questions. C'est-à-dire qu'on peut être dans une région donnée en fonction d'une forme de vie qu'on partage ensemble, décider que dans cet environnement, il y a telle chose qui s'applique et que ça ne s'appliquerait pas nécessairement dans un autre environnement. Nous sommes tout à fait d'accord. On a vu il y a quelques semaines, les États-Unis disent que le droit à l'avortement n'était pas dans la Constitution et qu'il appartenait à chacun des États de prendre sa décision propre. Nous sommes tout à fait d'accord. Ça rentre donc dans la considération de l'État. Quand on dit politique juridique de l'État, l'État, c'est très important, la forme de l'État oriente la politique juridique, structure la politique juridique. Si vous avez un État fédéral, la mise en œuvre de la politique juridique ne se fait pas de la même manière que dans un État unitaire. Ça ne se fait pas de la même manière. Il y a des règles de hiérarchie, de superposition et de supériorité dans la mise en œuvre de la politique juridique dans l'État. La politique juridique ici est envisagée dans une hypothèse d'un État unitaire. S'il faut faire la politique juridique de l'État... Pour ne pas oublier, parce que je peux oublier, s'il vous plaît, dans un État fédéral, lorsqu'il y a un traité qui est signé, est-ce que tous les États sont concernés? La politique extérieure dans un État fédéral, l'État fédéral ne gère que des questions qui ne sont pas des questions de souveraineté. Donc, la défense, le droit international et des questions comme la sécurité interne sont gérées par l'État fédéral. Donc, toutes les conventions internationales s'appliquent. Signées par l'État fédéral. C'est-à-dire qu'une disposition internationale, par exemple, sur l'avortement, c'est chaque État fédéré qui viendrait? Non, une disposition d'une convention internationale engage tout l'État fédéral. Engage tout l'État, même si c'est un État fédéral. OK. Donc, le droit international s'applique dans l'État fédéral de manière uniforme. Maintenant, des règles concernant les questions de sécurité, les questions militaires s'appliquent. Les conventions s'appliquent. Tout ce qui est signé sur l'international s'applique dans l'État fédéral de manière uniforme. C'est-à-dire qu'il y a des discussions pour signer une convention internationale. Il y a des discussions au niveau des États fédérés qui renvoient une position commune à l'État fédéral. Et l'État fédéral l'engage, l'État qui applique le fédéralisme dans l'espace international à partir de ce consensus-là. Donc, il n'y a pas d'application sélective des questions internationales. Non, une norme internationale s'applique dans un État fédéral de manière uniforme. Donc, à partir de ce moment-là, il ne peut pas avoir une application d'une convention internationale choisie dans les États fédérés. Donc, c'est l'État fédéral qui engage la tout l'État. responsabilité de tout l'État. De tout l'État, oui. Est-ce que dans la politique juridique d'un État, on peut se passer de la coutume? Alors, si on considère que la coutume est une source du droit. Dans la politique juridique d'un État, on ne peut pas se passer de la coutume, puisque, effectivement, vous venez de le dire, la coutume est une source du droit. Donc, les coutumes d'un État participent à la production normative. C'est-à-dire que la production normative n'est pas seulement écrite. C'est pour ceux qui pensent que le droit n'est qu'écrit, qui ne prennent pas en compte la coutume. Mais les règles coutumières sont des règles qui participent à l'identification d'une politique juridique. C'est-à-dire que la politique juridique d'un État peut s'identifier à travers la pratique répétitive d'un même geste ou des mêmes actes qui sont considérés comme par tout le monde comme étant le droit. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez avoir des règles coutumières
concernant la place peut-être des chefs traditionnels dans des décisions sur la vie, la vie des concitoyens, mais qui n'est pas consacré dans un texte, mais que tout le monde respecte. Donc, la mise en œuvre de la coutume est aussi un élément qui permet d'identifier la politique juridique d'un État en termes de laisser une coutume prospérer ou estimer qu'une coutume est contre-légale, parce que s'il y a des coutumes qui heurtent le droit positif, il revient à l'État d'identifier ces coutumes-là et de décider que ces coutumes sont contre le droit et ne doivent pas s'appliquer. Et d'autres coutumes, l'État peut permettre à ces coutumes-là de prospérer. Elle peut même, selon certaines situations, les rendre sages, c'est-à-dire que les consacrer juridiquement. Les consacrer juridiquement, comme la dot et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un traité vient bousculer une coutume? Alors, c'est une hypothèse assez complexe parce que le traité est international, c'est peut-être une coutume internationale qui peut avoir maille à partir avec un traité. Mais une coutume au niveau national, la coutume doit être conforme à la loi. Les coutumes internes doivent être conformes à la loi. Donc, s'il y a un traité qui change une coutume, nécessairement, c'est la coutume qui va s'adapter. Qui est obligée de s'adapter. Qui va s'adapter. Il revient à l'État qui est garant de l'application des conventions internationales, de s'assurer que dans son droit international, les règles internationales s'appliquent et qu'il n'y a pas de dispositions, soit coutumières, soit de droit écrit, qui sont contraires à une convention internationale que l'État a signée dans l'espace international. Parce que c'est l'État qui est garante de l'applicabilité d'une règle internationale dans son droit national. Est-ce qu'il ne serait pas important est-ce qu'il ne serait pas fondamental que les États, surtout les États africains, ceux qu'on peut appeler surtout les petits États, qui suivent un peu sur le plan international, qu'ils identifient les coutumes et essayent de leur donner une existence juridique? Ou bien, j'ai même envie de dire, les discutent, parce que c'est important, pour pouvoir leur donner une existence juridique. Alors, votre question, elle est très intéressante parce qu'elle nous permet d'entrer dans les considérations que les États africains ont des coutumes africaines. Ouais. Alors, il y a des travaux dessus. Le professeur Melonnet, Guy Kwasi-Ngang, ils ont travaillé dessus. Le professeur Anouka, beaucoup de travaux ont été faits sur ces aspects coutumiers. Nicole Klein-Ndoko aussi a travaillé dessus. Alors, la place de la coutume démontre quel est le rapport de l'État africain avec les sources du droit. Si vous avez un État qui est positiviste, c'est-à-dire que ça renvoie à cette conception du droit de Hans Kelsen, qui estime au final, pour caricaturer, que le droit n'est que ce qui est écrit, en fait, ce qui est consacré et qui peut être soumis à une contrainte, à une obligation d'application. Et que tout ce qui n'entre pas dans ce schéma serait du non-droit ou du droit mou, comme le disait le professeur Carbonnier, ou alors ne peut pas être considéré comme du droit. Nous avons l'impression, dans la constitution juridique des États africains, que c'est le positivisme qui est la trame de fond, la matrice de structuration juridique de ces États-là. Puisqu'effectivement, les règles coutumières, indépendamment, peut-être c'est un pays comme le Sénégal ou alors le Mali, peut-être dans certains pays d'Afrique australe, comme le Lesotho ou alors l'Afrique du Sud, on n'a pas des efforts de codification de ces règles coutumières. La codification, c'est l'opération qui permet de consacrer par écrit des pratiques ou des usages. C'est cela. Ou alors, elle permet aussi de rassembler un certain nombre de textes pour en faire un document, pour avoir un document unique. C'est-à-dire qu'on codifie parce qu'on veut unifier ou parce qu'on veut rassembler des
des textes épars sur une question juridique donnée dans un seul document. Ou on peut codifier pour faire en sorte que les usages, les coutumes et les traditions puissent avoir un texte écrit permettant à tous les justiciables et aux juges de se référer à ce document. Cette opération est complexe parce qu'il faut adopter des techniques qui permettent d'identifier les coutumes, d'identifier les pratiques, d'identifier les différentes étapes de ces pratiques-là, de les retranscrire et d'avoir un consensus au niveau de leur applicabilité. C'est facile à dire ainsi, mais si vous avez dans un espace donné des coutumes disparates sur des questions de mariage, prenons cet exemple, il sera difficile de codifier si les coutumes sont disparates, puisqu'il faudra nécessairement que s'il y a 12 variantes, il faudra soit codifier les 12 variantes, ce qui sera complexe au niveau de l'unification, dans un esprit positiviste, puisque l'esprit positiviste, dans les considérations de mariage, nous sommes dans une uniformité. On est dans l'uniformité. Sur le plan national. Dans la perception positiviste, le droit est uniforme. C'est une logique d'ordre. Donc tout le monde fait la même chose. Or, dans la logique coutumière, il y a une logique d'hétéroclité. C'est hétéroclite. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas nécessairement quelqu'un qui a la coutume du mariage du Nord à souscrire à une coutume de mariage du Sud ou de l'Est ou de l'Ouest. Il faut codifier les différences. Or, les États africains sont structurés, sont moulés, la majorité des juristes des États africains sont moulés dans la perspective positiviste. C'est pour ça que ce travail est assez ardu, parce qu'il faut d'abord une rupture épistémologique de tous ces juristes avec la logique positiviste pour accepter que dans un tribunal, que s'il y a une question de mariage qui a trait aux coutumes du Sud, du Nord, de l'Est ou de l'Ouest, qu'un même magistrat puisse maîtriser toutes ces règles. Avant qu'il les maîtrise, il faudrait d'abord qu'il y ait une entreprise de codification des dites règles. Plus grave encore, vous prenez le bon exemple. Pour un acte comme le mariage, vous avez une dimension coutumière ou traditionnelle, vous avez une dimension civile, vous avez une dimension religieuse. J'en venais pour dire justement que c'est un exercice qui n'est pas simple de codification. L'exercice de codification en lui-même n'est pas simple. Parce qu'il faut prendre en compte non seulement les pratiques en termes de succession d'actes, mais il faut aussi tenir compte des pratiques en termes de signification des actes. Donc, il y a plusieurs dimensions dans les pratiques coutumières. Donc, il y a les actes, il y a la signification des actes. Donc, pour codifier, il faut non seulement avoir l'acte en lui-même décrit, mais il faut aussi avoir le sens des actes, c'est-à-dire qu'est-ce que l'acte veut dire. C'est la raison pour laquelle la codification a besoin qu'on associe des experts traditionnels, des chefs, des patriarches. Il y a une nécessité des anthropologues, il y a donc une nécessité d'un travail commun que les États africains, de différents types de sensibilités, pour lesquels les États africains ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts parce que dans le dispositif des juristes de ces États-là, nous sommes plus dans le règne du positivisme. Nous sommes plus dans le règne du positivisme, plus que dans le règne de l'adoption des coutumes ou alors du fait que les coutumes règnent. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est que pour beaucoup, la coutume ne doit pas être codifiée. Elle ne doit pas être codifiée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas subir une opération d'écriture. La coutume doit rester dans le cadre des usages, des rites et des rituels. Et il y a des gardiens du temple, des gardiens de la coutume. Sauf que, en maintenant cette posture, il est difficile de faire de la coutume un véritable droit. C'est-à-dire qu'un véritable dispositif dont on peut contester la violation.
Ça devient donc compliqué. Mais tout ce tango démontre clairement la difficulté que les États africains ont avec leurs règles coutumières. Et je veux bien vous poser la question de savoir quelle est quels sont les fondements de la politique juridique d'un État dans l'espace international. Alors, les fondements de la politique juridique d'un État dans l'espace international, aussi entre les conventions internationales que cet État ratifie, qui sont en fonction de ses intérêts. Qui sont en fonction de ses intérêts, pour commencer, oui. Mais ça aussi entre les conventions internationales que cet État ratifie volontairement et la philosophie juridique que cet État-là exprime dans l'espace international à travers la participation de cet État aux différents travaux préparatoires en vue de l'adoption d'une convention internationale ou pas. C'est-à-dire que la politique juridique d'un État s'identifie d'abord par son niveau de participation au débat sur les questions juridiques internationales. Est-ce que cet État envoie des spécialistes? Est-ce que cet État envoie des experts défendre ses positions sur les questions juridiques internationales? La création de la CPI, les discussions sur le climat, la Convention de Rio, toutes ces conventions, est-ce que ont été signées quand, sensiblement, est-ce que cet État-là participe à ces discussions-là? Est-ce que ces États orientent ces discussions au niveau juridique? Est-ce que ces États ont une position sur ces questions-là? Donc, on voit la philosophie de cette politique juridique de l'État, pour cette politique juridique internationale, par la prise de position de cet État-là dans ces différentes questions. Il y a des discussions sur le droit de la mer, il y a des discussions sur l'environnement, il y a des discussions sur la sanction en droit international. Il y a différents types de discussions qui se passent, il y a des conventions qui se préparent. Quelle est l'activité juridique de cet État en ce qui concerne donc ces conventions internationales? Cette activité-là démontre quelle est la philosophie de la politique que l'État met en place dans cet espace international. Ça, c'est la première chose. Oui. Au niveau de la théorie, au niveau de la théorie du droit. On peut donc voir quel est le comportement juridique de cet État-là. Quel est le type de sujet de droit qu'est cet État dans l'espace international. Est-ce que c'est un sujet de droit actif dans la production normative ou c'est un sujet de droit passif qui subit? Donc, il y a des discussions qui sont faites sur des questions de droit international. Cet État ne participe pas à ces discussions. Ou est-ce que cet État participe en envoyant non seulement ses théoriciens, mais en adoptant des positions de l'État avant d'envoyer les théoriciens, d'envoyer les négociations des experts. Donc, est-ce que cet État a un comportement de sujet de droit actif ou de sujet de droit passif dans l'espace international au niveau théorique? Ça démontre donc quel est le type de politique juridique internationale que cet État veut mettre en place. Est-ce qu'il veut peser sur l'orientation, sur la structuration des conventions internationales et faire en sorte que les desiderata, les postures juridiques de cet État-là soient prises en compte? Ça, c'est la première chose. Qui est subordonné certainement, forcément, au rapport de force qu'il peut juguler sur le plan international. Non. À ce niveau, le rapport de force n'intervient pas. Parce qu'au final, ce n'est pas sûr que ces postures seront adoptées ou pas. C'est dans le travail préparatoire, dans les commissions préparatoires des textes, dans les différentes réunions, les différentes sessions de négociation, qu'on appelle round de négociation pour l'adoption des textes, qu'on voit quelles sont les tendances des équipes d'experts qui ont triomphé. C'est à ce moment-là que ça intervient. Au moment où nous parlons de politique juridique internationale d'un État, nous parlons du comportement de cet État en ce qui concerne les questions juridiques internationales. Est-ce que cet État a un comportement actif? C'est-à-dire, est-ce que cet État a une vision juridique
a fait prévaloir dans les travaux préparatoires en vue de créer l'instrumentum, c'est-à-dire les dispositifs d'une convention internationale. Peu importe la convention. Quel est le comportement de cet État? Est-ce qu'il se cantonne à attendre que les travaux préparatoires se déroulent et de venir signer? Voilà. Il y a ce type de sujet de droit. Il y a donc, si cet État, en tant que sujet de droit, participe à cette discussion, donc envoie les experts, prépare des positions au pays par rapport à ces questions sur des points précis, participe à la révision, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'adoption des accords, il y a la révision des accords, participe de manière intense à la révision, cela démontre quelle est la politique juridique internationale du dit État. Voilà. Donc maintenant, on peut donc avoir, en dehors de cette activité juridique de l'État, qui démontre quelle est sa posture, soit elle est active ou passive, on a donc la posture de l'État dans la ratification et la mise en œuvre des conventions internationales. Parce qu'il y a beaucoup d'États qui ne participent pas aux travaux préparatoires, qui signent, mais ne ratifient pas. Donc, en fait, ne permettent pas à ces conventions internationales de produire des effets dans leur droit interne. Voilà. C'est une politique juridique. C'est une liberté de tous les États, c'est une liberté de chaque État de participer ou pas. Est-ce que dans une norme internationale, est-ce que tous les États sont, peut-être pas contraints, sont à la table de la discussion, dans la construction, ou alors est-ce qu'il y a la dernière fois quand nous avons parlé du Conseil de sécurité, on a dit qu'il y en avait 5 plus 10. Est-ce que par rapport à des moments, il y a des États qui sont choisis, ou alors à ce moment, quand on discute d'une norme internationale, tous les États sont concernés? En principe, quand on discute d'une norme internationale, tous les États sont concernés. Mais tous les États ne sont pas législateurs internationaux au même niveau. C'est-à-dire que vous avez des discussions qui sont ouvertes, vous avez des discussions en commission technique, vous avez des discussions en plénière. Alors, il y a donc des discussions, vous pouvez avoir des comités d'experts qui discutent des questions spécifiques. Tous les États sont conviés à ces discussions. Mais la position de tous les États ne compte pas de la même manière dans l'écriture finale de la Convention internationale. C'est évident, c'est clair au vu de la structuration du système international. Le droit international suit aussi la structuration du système international où il y a des États, pour des raisons très simples. C'est qu'une convention internationale, quand elle est adoptée, il faut des moyens pour sa mise en œuvre et son suivi. Alors, pour assurer le secrétariat technique, par exemple, de la Convention sur l'environnement et le suivi des COP, il faut, bien entendu, des financements. Et ceux qui financent, en général, c'est des pays développés, des pays puissants, qui peuvent mettre des fonds pour le suivi d'une convention internationale. Il est évident que les pays ayant cette position-là orienteront nécessairement le contenu de la convention internationale par rapport à d'autres pays qui ont moins de moyens. C'est évident. Quel est le contexte d'adoption? C'est un vote? Le contexte d'adoption, c'est un vote. Mais le vote est soumis... Le vote, très souvent, ça dépend des processus. On peut avoir le vote à la majorité simple ou à la majorité qualifiée. On peut identifier la majorité qualifiée selon les conventions spécifiques. Quand on est dans un vote à l'OMC, ce ne sont que des membres de l'OMC qui vont voter. Ceux qui ne sont pas à l'OMC ne sont pas concernés. Donc voilà un peu les types de votes. Maintenant, le vote en Assemblée générale des Nations Unies, ou alors le vote en ayant un objectif, c'est-à-dire qu'on peut estimer qu'une convention va entrer en vigueur quand peut-être 150 ou 100 pays auront ratifié, ou 50 pays auront signé. Ratifié ou signé, ça dépend de la puissance qu'on veut donner à la Convention. Donc parfois, c'est soit ratifié, soit signé. Donc parfois, on a des quorums qui sont atteints pour que la Convention entre en vigueur.
Donc voilà, ça dépend de la typologie. Mais je veux revenir sur le vote que vous avez, pour dire effectivement que le vote est libre. Il y a, certes, des exigences en termes de quorum, il y a des exigences en termes de vote à la majorité simple, mais il ne faut pas oublier que pendant des travaux préparatoires, des travaux en comité, des travaux en commission jusqu'à l'adoption de l'instrument juridique, il y a des négociations qui sont en cours. Pour des négociations, pour adopter des sens à des mots ou à des postures, pour rallier des pays à une posture donnée, puisqu'il y a des sensibilités. Quand on adopte des textes, il y a des sensibilités qui divergent de par les cultures des différents États. Donc il y a toujours cette entreprise de négociation des pays pour s'assurer qu'une convention internationale prend en compte les sensibilités de ces pays-là. En général, c'est des pays puissants. Quand un pays X a identifié une norme sur une question donnée qu'il veut passer, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit aux Nations Unies pour dire, voilà, nous pensons que pour le climat, il faut faire telle autre chose, on peut discuter, que c'est comme ça que ça se passe, ou alors, quelle est la démarche? La démarche peut être une démarche multilatérale, c'est-à-dire que l'initiative vient des Nations Unies. Oui. Donc, à l'intérieur de son organisation spécialisée, elle va proposer un projet de convention aux États partis qui vont en discuter au sein des comités d'experts, des comités techniques. Et il y aura nécessairement une rencontre en plénière pour adopter la notion, apporter leur sensibilité à la Convention internationale. Ou alors, là, c'est une convention d'origine onusienne. Nous pouvons avoir aussi d'autres conventions qui viennent d'un pays ou d'un groupe de pays ou d'une organisation d'intégration régionale. Ça peut aussi arriver de là. Donc, on a donc soit ce pays qui porte la convention au niveau international et intéresse les autres pays à la ratifier. Et il y a donc des discussions qui s'ouvrent, soit dans le cadre de la coopération entre ces pays en voulant intéresser un maximum de pays, en faisant en sorte que cette convention-là, à partir du moment où il y a au moins 2 pays qui sont dans une convention internationale, c'est une convention internationale, ça relève du droit international, comme l'article 2 de la convention de Vienne sur le droit international le dit, la convention 1969. Donc à partir du moment où il y a 2 États déjà qui signent, nous sommes déjà en présence du droit international. Donc il y a soit la discussion entre les États, et soit les États discutent entre eux, ramènent cette discussion auprès des Nations Unies, du processus onusien, soit alors l'initiative est onusienne et fait en sorte qu'on a une convention internationale que les États signent dans le cadre de l'ONU. Cette démarche est valable sur le plan sous-régional comme sur le plan régional? Oui, elle est valable sur tous les plans. Mais maintenant, au niveau régional, il faut noter qu'il y a la présence du droit communautaire, c'est-à-dire que des règles que les États adoptent dans le cadre d'une organisation d'intégration régionale ou sous-régionale. C'est dans ce cadre que vous avez des règles de l'UE, de l'UA, de la CEMAC ou de la CEDEAO ou du Mercosur ou de l'ASEAN. Vous avez des règles communautaires, mais ces règles-là s'appliquent pour des membres d'une communauté donnée, au sein d'une organisation donnée. Donc, c'est aussi du droit international dans le sens où c'est des règles qui sont conclues entre au moins 2 acteurs du système, 2 États, donc 2 acteurs du système international. Mais ce sont des règles qui obéissent plutôt au droit communautaire, donc dans la logique de faire en sorte que l'organisation régionale puisse fonctionner de manière optimale pour les membres qui ont signé les accords de création de cette organisation régionale. Donc, ce sont des règles qui sont plus à tendance régionale qu'à tendance universelle, comme une convention internationale dans le cadre onusien ou dans le cadre des États qui n'ont rien à voir dans une disposition géographique. En général, les règles dans les organisations régionales, ça a quelque chose à voir avec l'espace géographique de vie des différents États. Sur le plan international, sur le plan pratique, est-ce qu'on peut considérer que les États
qui ne sont pas des puissances ou bien ce qu'on appelait dans un autre échange, les superpuissances, ont vraiment une politique juridique sur le plan international? Est-ce qu'ils peuvent exprimer cette politique juridique-là sur le plan international? Oui, les superpuissances expriment une politique juridique sur l'espace international. Non, je parle des États... Simple. Oui, appelons ça comme ça. Les États qui ne sont pas des puissances ou des superpuissances. Oui. C'est assez compliqué pour ces États-là. Parce qu'effectivement, nous avons vu tout à l'heure dans la discussion que la conclusion d'une convention internationale est soumise à la négociation et au vote. Le vote et la négociation sont essentiellement politiques. S'il y a la conclusion d'une convention internationale et que, portant sur un aspect, et qu'une superpuissance veut se rassurer de la signature du dit accord, vous allez avoir des négociations vis-à-vis des États qui ne sont pas des superpuissances, visant à les amener à adhérer à la position de la superpuissance qui nécessairement prendra des engagements pour s'assurer de toutes les obligations issues de la mise en œuvre et de l'application de cette convention-là pour le dit État. Et en général, les États s'alignent. Souvent, c'est des négociations qui ont trait aux échanges, aux alliances. Très souvent, c'est des négociations qui vont au-delà de la convention, c'est-à-dire qu'un soutien économique, un soutien militaire peut permettre à un État de voter dans un sens propice à l'écriture d'une convention internationale qui est fidèle à la philosophie juridique d'une superpuissance. Donc la négociation sur le plan juridique se passe en utilisant les mêmes outils que la négociation dans des relations internationales classiques. Le droit est une activité de l'espace international comme toute autre activité. Elle est soumise aux mêmes règles que toutes les autres activités. Quand il y a des règles qui touchent au comportement, aux attitudes des gens, aux pratiques éthiques ou morales des gens, est-ce qu'il y a des exceptions quand même dans ce cas? Parce que notons qu'on a parlé de la coutume. Notons que dans ce qui concerne les comportements, il y a beaucoup de coutumes que partagent beaucoup de peuples dans des pays qui, à un moment donné, se trouvent en rupture ou bien en choc avec ce qui est admis sur le plan international. Est-ce que le droit international a quand même prévu des atténuations dans ce type de cas? Alors, il y a la pratique des réserves. Les conventions internationales, le principe dans la conclusion des conventions internationales, c'est le volontarisme et c'est le consensualisme. On a le pacta sunt servanda, c'est-à-dire que vous êtes un acteur du système international, vous êtes libre d'adhérer à une convention internationale ou pas. À partir de ce moment-là, votre question a une réponse, c'est-à-dire que si vous estimez que dans la conclusion d'une convention internationale, vous avez été floué d'une manière ou d'une autre, vous pouvez vous retirer de cette convention internationale. Mais après l'avoir ratifiée. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer. Les États-Unis avaient ratifié la Convention sur le climat. Ils avaient signé, pardon, la Convention sur le climat. Donald Trump l'a défaite. Ils sont en train de revenir avec Biden. Donc c'est pacta sunt servanda, c'est-à-dire que vous avez le droit de signer ou de vous retirer quand vous voulez. C'est le consensualisme. Donc les États sont libres de signer, d'appliquer ou de se retirer. Vous voyez certains noms qui signent, qui n'appliquent pas, qui ne ratifient pas, d'autres qui signent et qui sortent sans avoir ratifié. Voilà, d'autres qui ratifient mais qui n'appliquent même pas. Donc, c'est la règle. Ça, c'est la première règle qui répond à votre question, de dire que à partir du moment où vous n'êtes pas content, où vous avez des effets d'une convention internationale qui sont contraires à vos coutumes, aux pratiques socio-anthropologiques, vous pouvez dénoncer la convention. Vous avez le droit de dénoncer. Maintenant, ça c'est pendant l'exécution de la convention internationale. Vous pouvez dénoncer sur la convention internationale en globalité. Vous ne pouvez pas dénoncer sur certains points. Maintenant, quand vous êtes présent comme acteur pendant la conclusion de la convention internationale, vous avez la latitude de faire des réserves, d'émettre des réserves sur des dispositions spécifiques
d'une convention, en expliquant en ayant bien entendu des motifs. Si une disposition, prenons un exemple qui nous vient en tête sur peut-être l'homosexualité, s'introduit dans une convention et que vous, dans votre droit interne et dans votre philosophie étatique, vous ne concevez pas cela, vous pouvez mettre les réserves sur la disposition liée, la disposition spécifique liée à ces questions-là. Pour dire que non, au cas où vous signez la dite convention, la convention qui s'applique à vous, cette disposition-là ne va pas transparaître dans la convention qui s'applique à vous. Donc voilà, sauf que les réserves ne doivent pas se faire sur des éléments fondamentaux de la convention ou alors les éléments qui sont la raison d'être de cette convention-là. Donc c'est sur des éléments périphériques. Maintenant, si c'est sur les éléments fondamentaux, vous comprenez très bien que vous n'allez pas pouvoir signer la dite convention puisqu'elle heurte vos pratiques socio-anthropologiques. Mais vous avez le droit de choisir dans la convention internationale les dispositions qui ne sont pas contraires à votre philosophie ou à vos coutumes. Vous avez le droit. Donc, vous avez le droit de mettre des réserves. Donc, la convention va s'appliquer en respectant ces réserves-là en ce qui vous concerne et en ce qui concerne tous les autres acteurs. Donc, il y a des règles précises que nous n'allons pas développer. Pour sortir, quels sont les éléments fondamentaux qu'un État doit prendre en compte lorsqu'il met en place une politique juridique sur le plan international? Le principal élément, c'est d'abord ses intérêts propres. Le deuxième élément, c'est sa culture juridique, la culture juridique de l'État, qui oriente la philosophie de l'État vis-à-vis des textes qu'il pourra recevoir de l'extérieur et des textes qu'il peut produire. De toute façon, la politique juridique de l'État concerne l'élaboration des textes, la production normative et la mise en œuvre des droits. Donc, l'intérêt de l'État est très, très important dans l'adoption de cette politique juridique-là, puisque que ce soit au niveau interne ou que ce soit au niveau international, l'État ne pourra prendre les textes que s'il y a un consensus ou s'il y a un intérêt de la communauté par rapport à ces questions précises. Au niveau international, c'est toujours l'intérêt parce que effectivement, l'État ne peut s'engager au niveau international que pour des textes qui permettent à cet État-là d'être un acteur important dans cet espace international-là. Maintenant, deuxième élément de cette politique juridique, c'est effectivement la culture juridique de l'État. Est-ce que l'État est une culture juridique qui considère la coutume comme élément important? Est-ce que c'est une coutume juridique anglo-saxonne? Est-ce que c'est une coutume juridique de droit romain? Il faut que l'État se positionne très clairement dans ces interstices et dans sa projection nationale, qu'on sente effectivement qu'il y a dans la production normative des éléments de cette culture juridique-là qui sont visibles en prenant en compte soit la tradition, soit sa culture anglo-saxonne ou soit la culture de droit romain. Même dans l'international, la culture juridique est un élément très important aussi pour se projeter dans l'espace international. Donc voilà les deux éléments qui semblent très importants pour définir une politique juridique d'un État. Quelques références bibliographiques? Alors, Guy de la Charrière, la politique juridique d'un État, c'est un livre très important qui permet de savoir comment est-ce que l'État adopte des textes juridiques. Il y a aussi Christian Athias dans l'épistémologie juridique qui permet de voir comment est-ce que les États pensent leurs droits. Bien entendu, Hans Kelsen, c'est intéressant de lire son livre sur la théorie pure du droit pour voir comment est-ce que les États positivistes ou alors les positivistes pensent le droit, Santi Romano, dans l'ordre juridique, pour voir comment tout ce que nous avons développé aujourd'hui en termes de coutumes, en termes d'usage et de pratique, parce que le droit, pour Santi Romano, n'est pas simplement écrit, mais le droit fait aussi partie des questions
coutumières et des questions sociales, la sociologie juridique de Jean Carbonnier, Jean Carbonnier, sociologie juridique de Jean Carbonnier, très intéressante pour voir quelle est la construction juridique hors étatique. Quelle est la construction juridique hors étatique? Je crois qu'avec Jean Carbonnier, Santi Romano, Christian Athias, les téléspectateurs seront au fait de ces questions de politique juridique. Merci infiniment, Dr Claude Kombo. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, disons-nous à très bientôt sur Africa TV.